Le patron, pour en revenir à la scène de l'hôtel dans lequel les deux Russes s'étaient décidés à pénétrer, après tout on s'en fiche, n'était pas encore revenu que Jupien entra se plaindre qu'on parlait trop fort et que les voisins se plaindraient. Mais il s'arrêta, stupéfait, en m'apercevant. « Allez-vous-en tous sur le carré !» Déjà tous se levaient quand je lui dis « Il serait plus simple que ces jeunes gens restent là et que j'aille avec vous un instant dehors. » Il me suivit, fort troublé. Je lui expliquai pourquoi j'étais venu. On entendait des clients qui demandaient au patron s'il ne pouvait pas leur faire connaître un valet de pied, un enfant de chœur, un chauffeur nègre. Toutes les professions intéressaient ces vieux fous. Dans la troupe, toutes les armes et les alliés de toute nation. Quelques-uns réclamaient surtout des Canadiens, subissant peut-être à leur insu le charme d'un accent si léger qu'on ne sait pas si c'est celui de la vieille France ou de l'Angleterre. À cause de leurs jupons, et parce que certains rêves lacustres s'associent souvent à de tels désirs, les Écossais faisaient prime. Et comme toute folie reçoit des circonstances des traits particuliers, sinon même une aggravation, un vieillard, dont toutes les curiosités avaient été assouvies, demandait avec insistance si on ne pourrait pas lui faire la connaissance d'un mutilé. On entendait des pas lents dans l'escalier. Par une indiscrétion qui était dans sa nature, Jupien ne put se retenir de me dire que c'était le baron qui descendait, qu'il ne fallait à aucun prix qu'il me vît, mais que, si je voulais entrer dans la petite chambre contiguë au vestibule où étaient les jeunes gens, il allait ouvrir les vasistas, truc qu'il avait inventé pour que le baron pût voir et entendre sans être vu, et qu'il allait, me disait-il, retourner en ma faveur contre lui. Seulement ne bougez pas. Et après m'avoir poussé dans le noir, il me quitta. D'ailleurs, il n'avait pas d'autre chambre à me donner, son hôtel, malgré la guerre, étant plein. Celle que je venais de quitter avait été prise par le vicomte de Courvoisier, qui, ayant pu quitter la Croix-Rouge de X pour 2 jours, était venu se délasser 1 heure à Paris avant d'aller retrouver au château de Courvoisier la vicomtesse, à qui il dirait n'avoir pas pu prendre le bon train. Il ne se doutait guère que M. de Charlus était à quelques mètres de lui, et celui-ci ne s'en doutait pas davantage, n'ayant jamais rencontré son cousin chez Jupien, lequel ignorait la personnalité du vicomte soigneusement dissimulée. Bientôt, en effet, le baron entra, marchant assez difficilement à cause des blessures dont il devait sans doute pourtant avoir l'habitude. Bien que son plaisir fût fini, et qu'il n'entra d'ailleurs que pour donner à Maurice l'argent qu'il lui devait, il dirigeait en cercle sur tous ces jeunes gens réunis un regard tendre et curieux, et comptait bien avoir avec chacun le plaisir d'un bonjour tout platonique mais amoureusement prolongé. Je lui retrouvai de nouveau, dans toute la sémillante frivolité dont il fit preuve devant ce harem qui semblait presque l'intimider, ses hochements de taille et de tête, ces affinements du regard qui m'avaient frappé le soir de sa première entrée à la Raspelière, grâces héritées de quelque grand-mère que je n'avais pas connue et que dissimulaient dans l'ordinaire de la vie sur sa figure des expressions plus viriles, mais qui y épanouissaient coquettement, dans certaines circonstances où il tenait à plaire à un milieu inférieur, le désir de paraître grande dame. Jupien les avait recommandés à la bienveillance du baron, en lui disant que c'étaient tous des barbeaux de Belleville, et qu'ils marcheraient avec leur propre sœur pour 1 louis. Au reste, Jupien mentait et disait vrai à la fois. Meilleur, plus sensible qu'il ne disait au baron, il n'appartenait pas à une race sauvage. Mais ceux qui les croyaient tels leur parlaient néanmoins avec la plus entière bonne foi, comme si ces terribles eussent dû avoir la même. Un sadique a beau se croire avec un assassin, son âme pure, à lui, sadique, n'est pas changée pour cela, et il reste stupéfait devant le mensonge de ces gens, pas assassins du tout, mais qui désirent gagner facilement une thune et dont le père, ou la mère, ou la sœur, ressuscite et remeurt tour à tour en paroles parce qu'ils se coupent dans la conversation qu'ils ont avec le client à qui ils cherchent à plaire.
Le client est stupéfié dans sa naïveté, car dans son arbitraire conception du gigolo, ravi des nombreux assassinats dont il le croit coupable, il s'effare d'une contradiction et d'un mensonge qu'il surprend dans ses paroles. Tous semblaient le connaître, et M. de Charlus s'arrêtait longuement à chacun, leur parlant ce qu'il croyait leur langage, à la fois par une affectation prétentieuse de couleur locale et aussi par un plaisir sadique de se mêler à une vie crapuleuse. « Toi, c'est dégoûtant. Je t'ai aperçu devant l'Olympia avec 2 cartons. C'est pour te faire donner du pèse. Voilà comme tu me trompes. » Heureusement pour celui à qui s'adressait cette phrase, il n'eut pas le temps de déclarer qu'il n'eût jamais accepté de pèse d'une femme, ce qui eût diminué l'excitation de M. de Charlus, et réserva sa protestation pour la fin de la phrase en disant « Oh non, je ne vous trompe pas !» Cette parole causa à M. de Charlus un vif plaisir, et comme, malgré lui, le genre d'intelligence qui était naturellement le sien ressortait d'à travers celui qu'il affectait, il se retourna vers Jupien. « Il est gentil de me dire ça, et comme il le dit bien, on dirait que c'est la vérité. Après tout, qu'est-ce que ça fait que ce soit la vérité ou non, puisqu'il arrive à me le faire croire? Quels jolis petits yeux il a. Tiens, je vais te donner 2 gros baisers pour la peine, mon petit gars. Tu penseras à moi dans les tranchées. C'est pas trop dur? Ah, dame, il y a des jours quand une grenade passe à côté de vous, et le jeune homme se mit à faire des imitations du bruit de la grenade, des avions, etc. Mais il faut bien faire comme les autres, et vous pouvez être sûr et certain qu'on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Si on savait seulement jusqu'à quel bout, dit mélancoliquement le baron qui était pessimiste. Vous n'avez pas vu que Sarah Bernard l'a dit sur les journaux? La France, elle ira jusqu'au bout. Les Français, ils se feront tuer plutôt jusqu'au dernier. Je ne doute pas un seul instant que les Français ne se fassent bravement tuer jusqu'au dernier, dit M. de Charlus comme si c'était la chose la plus simple du monde, et bien qu'il n'eût lui-même l'intention de faire quoi que ce soit, mais pensant par là corriger l'impression de pacifisme qu'il donnait quand il s'oubliait. Je n'en doute pas, mais je me demande jusqu'à quel point Madame Sarah Bernard est qualifiée pour parler au nom de la France. Mais, ajouta-t-il, il me semble que je ne connais pas ce charmant, ce délicieux jeune homme, en avisant un autre qu'il ne reconnaissait pas ou qu'il n'avait peut-être jamais vu. Il le salua comme il eût salué un prince à Versailles, et pour profiter de l'occasion d'avoir en supplément un plaisir gratis, comme quand j'étais petit et que ma mère venait de faire une commande chez Boissy ou chez Gouache, je prenais, sur l'offre d'une des dames du comptoir, un bonbon extrait d'un des vases de verre entre lesquels elle trônait, prenant la main du charmant jeune homme et la lui serrant longuement à la prussienne, le fixant des yeux en souriant pendant le temps interminable que mettaient autrefois à nous faire poser les photographes quand la lumière était mauvaise. « Monsieur, je suis charmé et je suis enchanté de faire votre connaissance. »« Il a de jolis cheveux, » dit-il en se tournant vers Jupien. Il s'approcha ensuite de Maurice pour lui remettre ses 50 francs, mais le prenant d'abord par la taille. « Tu ne m'avais jamais dit que tu avais suriné une pipelette de Belleville. » Et M. de Charlus râlait d'extase et approchait sa figure de celle de Maurice. « Oh, monsieur le baron, dit en protestant le gigolo qu'on avait oublié de prévenir, pouvez-vous croire une chose pareille? Soit qu'en effet le fait fût faux, ou que, vrai, son auteur le trouva pourtant abominable et de ceux qu'il convient de nier. Moi, toucher à mon semblable, à un boche, oui, parce que c'est la guerre, mais à une femme, et à une vieille femme encore. » Cette déclaration de principe vertueux fit l'effet d'une douche froide sur le baron, qui s'éloigna sèchement de Maurice, en lui remettant toutefois son argent, mais de l'air dépité de quelqu'un qu'on a floué, qui ne veut pas faire d'histoire, qui paye, mais n'est pas content. La mauvaise impression du baron fut d'ailleurs accrue par la façon dont le bénéficiaire le remercia, car il dit
Je vais envoyer ça à mes vieux et j'en garderai aussi un peu pour mon frangin qui est sur le front. » Ces sentiments touchants désappointèrent presque autant M. de Charlus que l'agaçait l'expression d'une paysannerie un peu conventionnelle. Jupien parfois les prévenait qu'il fallait être plus pervers. Alors l'un d'eux, de l'air de confesser quelque chose de satanique, aventurait: « Dites donc, baron, vous n'allez pas me croire, mais quand j'étais gosse, je regardais par le trou de la serrure mes parents s'embrasser. C'est vicieux, pas? Vous avez l'air de croire que c'est un bourrage de crâne, mais non, je vous jure, tel que je vous le dis. » Et M. de Charlus était à la fois désespéré et exaspéré par cet effort factice vers la perversité, qui n'aboutissait qu'à révéler tant de sottises et tant d'innocence. Et même le voleur, l'assassin le plus déterminé, ne l'eussent pas contenté, car ils ne parlent pas de leurs crimes. Et il y a, d'ailleurs, chez le sadique, si bon qu'il puisse être, bien plus d'autant meilleur qu'il est, une soif de mal que les méchants, agissant dans d'autres buts, ne peuvent contenter. Le jeune homme eut beau, comprenant trop tard son erreur, dire qu'il ne blairait pas les flics et pousser l'audace jusqu'à dire au baron « Fous-moi un rencard », un rendez-vous, le charme était dissipé. On sentait le chiquet, comme dans les livres des auteurs qui s'efforcent pour parler argot. C'est en vain que le jeune homme détailla toutes les saloperies qu'il faisait avec sa femme. M. de Charlus fut seulement frappé combien ces saloperies se bornaient à peu de choses. Au reste, ce n'était pas seulement par insincérité. Rien n'est plus limité que le plaisir et le vice. On peut vraiment, dans ce sens-là, et en changeant le sens de l'expression, dire qu'on tourne toujours dans le même cercle vicieux. Comme il est simple, jamais on ne dirait un prince, dirent quelques habitués, quand M. de Charlus fut sorti, reconduit jusqu'en bas par Jupien, auquel le baron ne laissa pas de se plaindre de la vertu du jeune homme. À l'air mécontent de Jupien, qui avait dû styler le jeune homme d'avance, on sentit que le faux assassin recevrait tout à l'heure un fameux savon. « C'est tout le contraire de ce que tu m'as dit, » ajouta le baron, pour que Jupien profitât de la leçon pour une autre fois. « Il a l'air d'une bonne nature, il exprime des sentiments de respect pour sa famille. Il n'est pourtant pas bien avec son père, » objecta Jupien, pris au dépourvu. « Ils habitent ensemble, mais ils servent chacun dans un bar différent. » C'était évidemment faible comme crime auprès de l'assassinat, mais Jupien se trouvait pris au dépourvu. Le baron n'ajouta rien, car s'il voulait qu'on préparât ses plaisirs, il voulait se donner à lui-même l'illusion que ceux-ci n'étaient pas préparés. « C'est un vrai bandit, il vous a dit cela pour vous tromper, vous êtes trop naïf !» ajouta Jupien pour se disculper, et ne faisant que froisser l'amour-propre de M. de Charlus. En même temps qu'on croyait M. de Charlus prince, en revanche, on regrettait beaucoup, dans l'établissement, la mort de quelqu'un dont les gigolos disaient « Je ne sais pas son nom, il paraît que c'est un baron », et qui n'était autre que le prince de Foix, le père de l'ami de Saint-Loup. Passant chez sa femme pour vivre beaucoup au cercle, en réalité il passait des heures chez Jupien à bavarder, à raconter des histoires du monde devant des voyous. C'était un grand bel homme, comme son fils. Il est extraordinaire que M. de Charlus, sans doute parce qu'il l'avait toujours connu dans le monde, ignorât qu'il partageait ses goûts. On allait même jusqu'à dire qu'il les avait autrefois portés jusque sur son fils encore collégien, l'ami de Saint-Loup, ce qui était probablement faux. Au contraire, très renseigné sur des mœurs que beaucoup ignorent, il veillait beaucoup aux fréquentations de son fils. Un jour qu'un homme, d'ailleurs de basse extraction, avait suivi le jeune prince de Foix jusqu'à l'hôtel de son père, où il avait jeté un billet par la fenêtre, le père l'avait ramassé. Mais le suiveur,
bien qu'il ne fût pas aristocratiquement du même monde que M. de Foix le père, l'était à un autre point de vue. Il n'eut pas de peine à trouver dans de communs complices un intermédiaire qui fit taire M. de Foix en lui prouvant que c'était le jeune homme qui avait provoqué cette audace d'un homme âgé. Et c'était possible, car le prince de Foix avait pu réussir à préserver son fils des mauvaises fréquentations au dehors, mais non de l'hérédité. Au reste, le jeune prince de Foix resta, comme son père, ignoré à ce point de vue des gens du monde, bien qu'il allât plus loin que personne avec ceux d'un autre. « Il paraît qu'il a 1 million à manger par jour, » dit le jeune homme de 22 ans, auquel l'assertion qu'il émettait ne semblait pas invraisemblable. On entendit bientôt le roulement de la voiture qui était venue chercher M. de Charlus. À ce moment, j'aperçus, avec une démarche lente, à côté d'un militaire qui évidemment sortait avec elle d'une chambre voisine, une personne qui me parut une dame assez âgée, en jupe noire. Je reconnus bientôt mon erreur. C'était un prêtre. Évidemment, le militaire était en train de railler son compagnon au sujet du peu de conformité que sa conduite offrait avec son habit, car celui-ci, d'un air grave, élevant vers son visage hideux un doigt de docteur en théologie, dit sentencieusement « Que voulez-vous, je ne suis pas, j'attendais un saint, un ange !» D'ailleurs, il n'avait plus qu'à s'en aller, et prit congé de Jupien qui, ayant accompagné le baron, venait de remonter, mais par étourderie, le mauvais prêtre oublia de payer sa chambre. Jupien, que son esprit n'abandonnait jamais, agita le tronc dans lequel il mettait la contribution de chaque client et le fit sonner en disant « Pour les frais du culte, monsieur l'abbé !» Le vilain personnage s'excusa, donna sa pièce et disparut. Jupien vint me chercher dans l'antre obscur où je n'osais faire un mouvement. Entrez un moment dans le vestibule où mes jeunes gens font banquette, pendant que je monte fermer la chambre. Puisque vous êtes locataire, c'est tout naturel. Le patron y était, je le payais. À ce moment, un jeune homme en smoking entra et demanda d'un air d'autorité au patron « Pourrais-je avoir Léon demain matin à 11h moins le quart au lieu de 11h parce que je déjeune en ville ?» « Cela dépend, » répondit le patron, « du temps que le gardera l'abbé. » Cette réponse ne parut pas satisfaire le jeune homme en smoking, qui semblait déjà prêt à invectiver contre l'abbé, mais sa colère prit un autre cours quand il m'aperçut, marchant droit au patron. « Qui est-ce là? Qu'est-ce que ça signifie ?» murmura-t-il d'une voix basse mais courroucée. Le patron, très ennuyé, expliqua que ma présence n'avait aucune importance, que j'étais un locataire. Le jeune homme en smoking ne parut nullement apaisé par cette explication. Il ne cessait de répéter « C'est excessivement désagréable, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Vous savez que je déteste ça, et vous ferez si bien que je ne remettrai plus les pieds ici. » L'exécution de cette menace ne parut pas cependant imminente, car il partit furieux, mais en recommandant que Léon tâchât d'être libre à 11h moins un quart, 10h30 si possible. Jupien revint me chercher et descendit avec moi. « Je ne voudrais pas que vous me jugiez mal, me dit-il. Cette maison ne me rapporte pas autant d'argent que vous croyez. Je suis forcé d'avoir des locataires honnêtes. Il est vrai qu'avec eux seuls, on ne ferait que manger de l'argent. Ici, c'est le contraire des Carmels. C'est grâce au vice que vit la vertu. Non, si j'ai pris cette maison, ou plutôt si je l'ai fait prendre au gérant que vous avez vu, c'est uniquement pour rendre service au baron et distraire ses vieux jours. » Jupien ne voulait pas parler que de scènes de sadisme comme celles auxquelles j'avais assisté et de l'exercice même du vice du baron. Celui-ci, même pour la conversation, pour lui tenir compagnie, pour jouer aux cartes, ne se plaisait plus qu'avec des gens du peuple qui l'exploitaient. Sans doute le snobisme de la canaille peut aussi bien se comprendre que l'autre. Ils avaient, d'ailleurs, été longtemps unis, alternant l'un avec l'autre,
chez M. de Charlus, qui ne trouvait personne d'assez élégant pour ses relations mondaines, ni de frisant assez lapage pour les autres. « Je déteste le genre moyen, disait-il. La comédie bourgeoise est guindée. Il me faut ou les princesses de tragédie classique ou la grosse farce. Pas de milieu. Phèdre ou les saltimbanques. » Mais enfin l'équilibre entre ces deux snobismes avait été rompu. Peut-être fatigue de vieillard ou extension de la sensualité aux relations les plus banales, le baron ne vivait plus qu'avec des inférieurs, prenant ainsi, sans le savoir, la succession de tels de ses grands ancêtres, le duc de la Rochefoucauld, le prince d'Harcourt, le duc de Berry, que Saint-Simon nous montre passant leur vie avec leurs laquais, qui tiraient d'eux des sommes énormes, partageant leurs jeux, au point qu'on était gêné par ces grands seigneurs, quand il fallait les aller voir, de les trouver installés familièrement à jouer aux cartes ou à boire avec leur domesticité. C'est surtout, ajouta Jupien, pour lui éviter des ennuis, parce que, voyez-vous, le baron, c'est un grand enfant. Même maintenant qu'il a ici tout ce qu'il peut désirer, il va encore à l'aventure faire le vilain. Et généreux comme il est, ça pourrait souvent, par le temps qui court, avoir des conséquences. N'y a-t-il pas, l'autre jour, un chasseur d'hôtel qui mourrait de peur à cause de tout l'argent que le baron lui offrait pour venir chez lui? Chez lui! Quelle imprudence! Ce garçon, qui pourtant aime seulement les femmes, a été rassuré quand il a compris ce qu'on voulait de lui. En attendant toutes ces promesses d'argent, il avait pris le baron pour un espion. Et il s'est senti bien à l'aise quand il a vu qu'on ne lui demandait pas de livrer sa patrie, mais son corps, ce qui n'est peut-être pas plus moral, mais ce qui est moins dangereux, et surtout plus facile. Et en écoutant Jupien, je me disais, quel malheur que M. de Charlus ne soit pas romancier ou poète, non pas pour décrire ce qu'il verrait, mais le point où se trouve un Charlus, par rapport au désir, fait naître autour de lui les scandales, le force à prendre la vie sérieusement, à mettre des émotions dans le plaisir, l'empêche de s'arrêter, de s'immobiliser dans une vue ironique et extérieure des choses, rouvre sans cesse en lui un courant douloureux. Presque chaque fois qu'il adresse une déclaration, il essuie une avanie, s'il ne risque pas même la prison. Ce n'est pas que l'éducation des enfants, c'est celle des poètes qui se fait à coups de gifles. Si M. de Charlus avait été romancier, la maison que lui avait aménagée Jupien, en réduisant dans de telles proportions les risques, du moins car une descente de police était toujours à craindre, les risques à l'égard d'un individu des dispositions duquel dans la rue le baron n'eût pas été assuré, eût été pour lui un malheur. Mais M. de Charlus n'était en art qu'un dilettante qui ne songeait pas à écrire et n'était pas doué pour cela. D'ailleurs, vous avouerai-je, reprit Jupien, que je n'ai pas un grand scrupule à avoir ce genre de gain. La chose elle-même qu'on fait ici, je ne peux plus vous cacher que je l'aime. Quel est le goût de ma vie? Or, est-il défendu de recevoir un salaire pour des choses qu'on ne juge pas coupables? Vous êtes plus instruit que moi, et vous me direz sans doute que Socrate ne croyait pas pouvoir recevoir d'argent pour ses leçons. Mais de notre temps, les professeurs de philosophie ne pensent pas ainsi, ni les médecins, ni les peintres, ni les dramaturges, ni les directeurs de théâtre. Ne croyez pas que ce métier ne fasse fréquenter que des canailles. Sans doute, le directeur d'un établissement de ce genre, comme une grande cocotte, ne reçoit que des hommes, mais il reçoit des hommes marquants dans tous les genres, et qui sont, généralement, à situation égale parmi les plus fins, les plus sensibles, les plus aimables de leur profession. Cette maison se transformerait vite, je vous l'assure, en un bureau d'esprit et une agence de nouvelles. Mais j'étais encore sous l'impression des coups que j'avais vu recevoir à M. de Charlus. Et, à vrai dire, quand on connaissait bien M. de Charlus, son orgueil, sa satiété des plaisirs mondains, ses caprices changés facilement en passion pour des hommes de dernier ordre de la pire espèce,
on peut très bien comprendre que la même grosse fortune qui, échue à un parvenu, l'eût charmé, en lui permettant de marier sa fille à un duc et d'inviter des altesses à des chasses, M. de Charlus était content de la posséder parce qu'elle lui permettait d'avoir ainsi la haute main sur un, peut-être sur plusieurs établissements, où étaient en permanence des jeunes gens avec lesquels il se plaisait. Peut-être n'y eut-il même pas besoin de son vice pour cela. Il était l'héritier de tant de grands seigneurs, princes du sang ou ducs, dont Saint-Simon nous raconte qu'il ne fréquentait personne qui se pût nommer. En attendant, dis-je à Jupien, cette maison est tout autre chose, plus qu'une maison de fous, puisque la folie des aliénés qui y habitent est mise en scène, reconstituée, visible. C'est un vrai pandémonium. J'avais cru, comme le calife des 1001 nuits, arriver à point au secours d'un homme qu'on frappait. Et c'est un autre conte des 1001 nuits que j'ai vu réaliser devant moi, celui où une femme, transformée en chienne, se fait frapper volontairement pour retrouver sa forme première. Jupien paraissait fort troublé par mes paroles, car il comprenait que j'avais vu frapper le baron. Il resta un moment silencieux, puis, tout d'un coup, avec le joli esprit qui m'avait si souvent frappé chez cet homme qui s'était fait lui-même, quand il avait pour m'accueillir, Françoise ou moi, dans la cour de notre maison, de si gracieuses paroles. « Vous parlez de bien des contes des 1001 nuits, me dit-il. Mais j'en connais un qui n'est pas sans rapport avec le titre d'un livre que je crois avoir aperçu chez le baron. » Il faisait allusion à une traduction de Sésame et les Lys de Ruskin, que j'avais envoyé à M. de Charlus. « Si jamais vous étiez curieux, un soir, de voir, je ne dis pas 40, mais une dizaine de voleurs, vous n'avez qu'à venir ici. Pour savoir si je suis là, vous n'avez qu'à regarder là-haut. Je laisse ma petite fenêtre ouverte et éclairée. Cela veut dire que je suis venu, qu'on peut entrer. C'est mon sésame à moi. Je dis seulement sésame, car pour les lys, si c'est eux que vous voulez, je vous conseille d'aller les chercher ailleurs. » Et me saluant assez cavalièrement, car une clientèle aristocratique est une clique de... Et me saluant assez cavalièrement, car une clientèle aristocratique et une clique de jeunes gens, qu'il menait comme un pirate, lui avaient donné une certaine familiarité, il prit congé de moi. Il m'avait à peine quitté que la sirène retentit, immédiatement suivie de violents tirs de barrage. On sentait que c'était tout auprès, juste au-dessus de nous, que l'avion allemand se tenait, et soudain le bruit d'une forte détonation montra qu'il venait de lancer une de ses bombes. Dans une même salle de la maison de Jupien, beaucoup d'hommes qui n'avaient pas voulu fuir s'étaient réunis. Ils ne se connaissaient pas entre eux, mais étaient pourtant à peu près du même monde, riche et aristocratique. L'aspect de chacun avait quelque chose de répugnant, qui devait être la non-résistance à des plaisirs dégradants. L'un, énorme, avait la figure couverte de taches rouges, comme un ivrogne. J'avais appris qu'au début il ne l'était pas, et prenait seulement son plaisir à faire boire des jeunes gens. Mais, effrayé par l'idée d'être mobilisé, bien qu'il semblât avoir dépassé la cinquantaine, comme il était très gros, il s'était mis à boire sans arrêter pour tâcher de dépasser le poids de 100 kilos au-dessus duquel on était réformé. Et maintenant, ce calcul s'étant changé en passion, où qu'on le quittât, tant qu'on le surveillait, on le retrouvait chez un marchand de vin. Mais dès qu'il parlait, on voyait que, médiocre d'ailleurs d'intelligence, c'était un homme de beaucoup de savoir, d'éducation et de culture. Un autre homme du grand monde, celui-là fort jeune et d'une extrême distinction physique, était entré. Chez lui, à vrai dire, il n'y avait encore aucun stigmate extérieur d'un vice, mais ce qui était troublant, d'intérieur. Très grand, d'un visage charmant, son élocution décelait une toute autre intelligence que celle de son voisin l'alcoolique, et, sans exagérer, vraiment remarquable.
Mais à tout ce qu'il disait était ajoutée une expression qui eût convenu à une phrase différente. Comme si, tout en possédant le trésor complet des expressions du visage humain, il eût vécu dans un autre monde. Il mettait à jour ces expressions dans l'ordre qu'il ne fallait pas. Il semblait effeuiller au hasard des sourires et des regards sans rapport avec le propos qu'il entendait. J'espère pour lui, si, comme il est certain, il vit encore, qu'il était non la proie d'une maladie durable, mais d'une intoxication passagère. Il est probable que si l'on avait demandé leur carte de visite à tous ces hommes, on eût été surpris de voir qu'ils appartenaient à une haute classe sociale. Mais quelques vices, et le plus grand de tous, le manque de volonté qui empêche de résister à aucun, les réunissaient là, dans des chambres isolées, il est vrai, mais chaque soir, me dit-on, de sorte que si leur nom était connu des femmes du monde, celles-ci avaient peu à peu perdu de vue leur visage et n'avaient plus jamais l'occasion de recevoir leur visite. Ils recevaient encore des invitations, mais l'habitude les ramenait au mauvais lieu composite. Ils s'en cachaient peu, du reste, au contraire des petits chasseurs, ouvriers, etc., qui servaient à leur plaisir. Et en dehors de beaucoup de raisons que l'on devine, cela se comprend par celle-ci. Pour un employé d'industrie, pour un domestique, aller là, c'était, comme pour une femme qu'on croyait honnête, aller dans une maison de passe. Certains qui avouaient y être allés se défendaient d'y être plus jamais retournés, et Jupien lui-même, mentant pour protéger leur réputation ou éviter des concurrences, affirmait « Oh non, il ne vient pas chez moi, il ne voudrait pas y venir ». Pour des hommes du monde, c'est moins grave, d'autant plus que les autres gens du monde qui n'y vont pas et ne savent pas ce que c'est et ne s'occupent pas de votre vie. Dès le début de l'alerte, j'avais quitté la maison de Jupien. Les rues étaient devenues entièrement noires. Parfois seulement un avion ennemi qui volait assez bas éclairait le point où il voulait jeter une bombe. Je ne retrouvais plus mon chemin. Je pensais à ce jour où, allant à la Raspelière, j'avais rencontré, comme un dieu qui avait fait se cabrer mon cheval, un avion. Je pensais que maintenant la rencontre serait différente et que le dieu du mal me tuerait. Je pressais le pas pour le fuir, comme un voyageur poursuivi par le mascaret. Je tournais en cercle autour des places noires d'où je ne pouvais plus sortir. Enfin, les flammes d'un incendie m'éclairèrent, et je pus retrouver mon chemin, cependant que crépitaient sans arrêt les coups de canon. Mais ma pensée s'était détournée vers un autre objet. Je pensais à la maison de Jupien, peut-être réduite en cendres maintenant, car une bombe était tombée tout près de moi comme je venais seulement d'en sortir. Cette maison sur laquelle M. de Charlus eût pu prophétiquement écrire « Sodoma », comme avait fait, avec non moins de prescience, ou peut-être au début de l'éruption volcanique et de la catastrophe déjà commencée, l'habitante inconnue de Pompéi. Mais qu'importaient Cyrène et Gotha à ceux qui étaient venus chercher leur plaisir? Le cadre social, le cadre de la nature qui entoure nos amours, nous n'y pensons presque pas. La tempête fait rage sur mer, le bateau tangue de tous côtés, du ciel se précipitent des avalanches tordues par le vent, et tout au plus accordons-nous une seconde d'attention pour parer à la gêne qu'elle nous cause, à ce décor immense où nous sommes si peu de choses, et nous et le corps que nous essayons d'approcher. La sirène annonciatrice des bombes ne troublait pas plus les habitués de Jupien que n'eût fait un iceberg. Bien plus, le danger physique menaçant les délivrait de la crainte dont ils étaient maladivement persécutés depuis longtemps. Or, il est faux de croire que l'échelle des craintes correspond à celle des dangers qui les inspirent. On peut avoir peur de ne pas dormir, et nullement d'un duel sérieux, d'un rat et pas d'un lion. Pendant quelques heures, les agents de police ne s'occuperaient que de la vie des habitants, chose si peu importante, et ne risqueraient pas de les déshonorer. Certains des habitués, plus que de retrouver leur liberté morale, furent tentés par l'obscurité qui s'était soudain faite dans les rues.
Quelques-uns de ces Pompéiens, sur qui pleuvait déjà le feu du ciel, descendirent dans les couloirs du métro, noirs comme des catacombes. Ils savaient en effet n'y être pas seuls. Or, l'obscurité, qui baigne toute chose comme un élément nouveau, a pour effet, irrésistiblement tentateur pour certaines personnes, de supprimer le premier stade du plaisir et de nous faire entrer de plain-pied dans un domaine de caresses où l'on n'accède d'habitude qu'après quelque temps. Que l'objet convoité soit, en effet, une femme ou un homme, même à supposer que l'abord soit simple et inutile les marivaudages qui s'éterniseraient dans un salon, du moins en plein jour, le soir même, dans une rue, si faiblement éclairée qu'elle soit, il y a du moins un préambule où les yeux seuls mangent le blé en herbe, où la crainte des passants de l'être recherché lui-même empêche de faire plus que de regarder, de parler. Dans l'obscurité, tout ce vieux jeu se trouve aboli. Les mains, les lèvres, les corps peuvent entrer en jeu les premiers. Il reste l'excuse de l'obscurité même et des erreurs qu'elle engendre si l'on est mal reçu. Si on l'est bien, cette réponse immédiate du corps qui ne se retire pas, qui se rapproche, nous donne de celle ou celui à qui nous nous adressons silencieusement une idée qu'elle est sans préjugés, pleine de vices, idée qui ajoute un surcroît au bonheur d'avoir pu mordre à même le fruit sans le convoiter des yeux et sans demander de permission. Et cependant l'obscurité persiste. Plongés dans cet élément nouveau, les habitués de Jupien croyaient avoir voyagé, être venus assister à un phénomène naturel comme un mascaret ou comme une éclipse, et goûtant, au lieu d'un plaisir tout préparé et sédentaire, celui d'une rencontre fortuite dans l'inconnu, célébraient au grondement volcanique des bombes, comme dans un mauvais lieu pompéien, des rites secrets dans les ténèbres des catacombes. Les peintures pompéiennes de la maison de Jupien convenaient d'ailleurs bien en ce qu'elles rappelaient la fin de la Révolution française, à l'époque assez semblable au directoire qui allait commencer. Déjà, anticipant sur la paix, se cachant dans l'obscurité pour ne pas enfreindre trop ouvertement les ordonnances de la police, partout des danses nouvelles s'organisaient, se déchaînaient dans la nuit. À côté de cela, certaines opinions artistiques, moins anti-germaniques que pendant les premières années de la guerre, se donnaient cours pour rendre la respiration aux esprits étouffés, mais il fallait qu'on les osât présenter à un brevet de civisme. Un professeur écrivait un livre remarquable sur Schiller, et on en rendait compte dans les journaux. Mais avant de parler de l'auteur du livre, on inscrivait comme un permis d'imprimer qu'il avait été à la Marne, à Verdun, qu'il avait eu 5 citations, 2 fils tués. Alors on louait la clarté, la profondeur de son ouvrage sur Schiller, qu'on pouvait qualifier de grand, pourvu qu'on dit, au lieu de ce grand Allemand, ce grand Boche. C'était le même mot d'ordre pour l'article, et aussitôt on le laissait passer. Tout en me rapprochant de ma demeure, je songeais combien la conscience cesse vite de colorer à nos habitudes, qu'elle laisse à leur développement sans plus s'occuper d'elles, et combien dès lors nous pouvons être étonnés si nous constatons simplement du dehors, et en supposant qu'elles engagent tout l'individu, les actions d'hommes dont la valeur morale ou intellectuelle peut se développer indépendamment dans un sens tout différent. C'était évidemment un vice d'éducation, ou l'absence de toute éducation, joint à un penchant à gagner de l'argent de la façon sinon la moins pénible, car beaucoup de travaux devaient en fin de compte être plus doux, mais le malade, par exemple, ne se tisse-t-il pas, avec des privations et des remèdes, une existence beaucoup plus pénible que ne la ferait la maladie, souvent légère, contre laquelle il croit ainsi lutter, du moins la moins laborieuse possible, qui avait amené ces jeunes gens à faire, pour ainsi dire en toute innocence et pour un salaire médiocre, des choses qui ne leur causaient aucun plaisir et avaient dû leur inspirer au début une vive répugnance. On aurait pu les croire, d'après cela, foncièrement mauvais, mais ce ne furent pas seulement à la guerre des soldats merveilleux, d'incomparables braves, ça avait été aussi souvent, dans la vie civile, de bons cœurs, sinon tout à fait de braves gens. Ils ne se rendaient plus compte, depuis longtemps,
de ce que pouvait avoir de moral ou d'immoral la vie qu'ils menaient, parce que c'était celle de leur entourage. Ainsi, quand nous étudions certaines périodes de l'histoire ancienne, nous sommes étonnés de voir des êtres individuellement bons participer sans scrupule à des assassinats en masse, à des sacrifices humains qui leur semblaient probablement des choses naturelles. Notre époque, sans doute, pour celui qui en lira l'histoire dans 2000 ans, ne semblera pas moins laisser baigner certaines consciences tendres et pures dans un milieu vital qui apparaîtra alors comme monstrueusement pernicieux et dont elles s'accommodaient. D'autre part, je ne connaissais pas d'homme qui, sous le rapport de l'intelligence et de la sensibilité, fût aussi doué que Jupien, car cet acquis délicieux qui faisait la trame spirituelle de ses propos ne lui venait d'aucune de ses instructions de collège, d'aucune de ses cultures d'université qui auraient pu faire de lui un homme si remarquable qu'en tant de jeunes gens du monde ne tirent d'elle aucun profit. C'était son simple sens inné, son goût naturel, qui, de rares lectures faites au hasard, sans guide, à des moments perdus, lui avait fait composer ce parler si juste, où toutes les symétries du langage se laissaient découvrir et montrer leur beauté. Or, le métier qu'il faisait pouvait à bon droit passer, certes pour un des plus lucratifs, mais pour le dernier de tous. Quant à M. de Charlus, quelque dédain que son orgueil aristocratique eût pu lui donner, pour le qu'en dira-t-on, comment un certain sentiment de dignité personnelle et de respect de soi-même ne l'avait-il pas forcé à refuser à sa sensualité certaines satisfactions dans lesquelles il semble qu'on ne pourrait avoir comme excuse que la démence complète. Mais chez lui, comme chez Jupien, l'habitude de séparer la moralité de tout un ordre d'action, ce qui du reste doit arriver aussi dans beaucoup de fonctions, quelquefois celle de juge, quelquefois celle d'homme d'État et bien d'autres encore, devait être prise depuis si longtemps qu'elle était allée, sans plus jamais demander son opinion au sentiment moral, en s'aggravant de jour en jour, jusqu'à celui où ce Prométhée consentant s'était fait clouer par la force au rocher de la pure matière. Sans doute je sentais bien que c'était là un nouveau stade de la maladie de M. de Charlus, laquelle, depuis que je m'en étais aperçu, et à en juger par les diverses étapes que j'avais eues sous les yeux, avait poursuivi son évolution avec une vitesse croissante. Le pauvre baron ne devait pas être maintenant fort éloigné du terme de la mort, si même celle-ci n'était pas précédée, selon les prédictions et les vœux de madame Verdurin, par un empoisonnement qui, à son âge, ne pourrait d'ailleurs que hâter la mort. Pourtant, j'ai peut-être inexactement dit « rocher de la pure matière ». Dans cette pure matière, il est possible qu'un peu d'esprit surnageât encore. Ce fou savait bien, malgré tout, qu'il était fou, qu'il était la proie d'une folie dans ces moments-là, puisqu'il savait bien que celui qui le battait n'était pas plus méchant que le petit garçon qui, dans les jeux de bataille, est désigné au sort pour faire le Prussien, et sur lequel tout le monde se rue avec une ardeur de patriotisme vrai et de haine feinte. La proie d'une folie où entrait tout de même un peu de la personnalité de M. de Charlus. Même dans ces aberrations, la nature humaine, comme elle fait dans nos amours, dans nos voyages, trahit encore le besoin de croyance par des exigences de vérité. Françoise, quand je lui parlais d'une église de Milan, ville où elle n'irait probablement jamais, ou de la cathédrale de Reims, fût-ce même de celle d'Arras, qu'elle ne pourrait voir puisqu'elles étaient plus ou moins détruites, enviait les riches qui peuvent s'offrir le spectacle de pareils trésors, et s'écriait, avec un regret nostalgique, « Ah, comme cela devait être beau !» Elle qui, habitant Paris depuis tant d'années, n'avait jamais eu la curiosité d'aller voir Notre-Dame. C'est que Notre-Dame faisait précisément partie de Paris, de la ville où se déroulait la vie quotidienne de Françoise et où, en conséquence, il était difficile à notre vieille servante, comme il l'eût été à moi, si l'étude de l'architecture n'avait pas corrigé en moi, sur certains points, les instincts de Combray, de situer les objets de ses songes.
Dans les personnes que nous aimons, il y a, immanent à elles, un certain rêve que nous ne savons pas toujours discerner, mais que nous poursuivons. C'était ma croyance en Bergotte, en Swann qui m'avait fait aimer Gilberte, ma croyance en Gilbert le Mauvais qui m'avait fait aimer Madame de Guermantes. Et quelle large étendue de mer avait été réservée dans mon amour, même le plus douloureux, le plus jaloux, le plus individuel, semblait-il, pour Albertine. Du reste, à cause justement de cet individuel auquel on s'acharne, les amours pour les personnes sont déjà un peu des aberrations. Et les maladies du corps elles-mêmes, du moins celles qui tiennent d'un peu près au système nerveux, ne sont-elles pas des espèces de goûts particuliers ou d'effrois particuliers contractés par nos organes, nos articulations, qui se trouvent ainsi avoir pris pour certains climats une horreur aussi inexplicable et aussi têtue que le penchant que certains hommes trahissent pour les femmes, par exemple, qui portent un lorgnon ou pour les écuyères. Ce désir que réveille chaque fois la vue d'une écuyère, qui dira jamais à quel rêve durable et inconscient il est lié? Inconscient et aussi mystérieux que l'est, par exemple, pour quelqu'un qui avait souffert toute sa vie de crises d'asthme, l'influence d'une certaine ville, en apparence pareille aux autres, et où, pour la première fois, il respire librement. Or, les aberrations sont comme des amours, où la tare maladive a tout recouvert, tout gagné. Même dans la plus folle, l'amour se reconnaît encore. L'insistance de M. de Charlus a demandé qu'on lui passât aux pieds et aux mains des anneaux d'une solidité éprouvée, a réclamé la barre de justice et, à ce que me dit Jupien, des accessoires féroces qu'on avait la plus grande peine à se procurer, même en s'adressant à des matelots, car il servait à infliger des supplices dont l'usage est aboli même là où la discipline est la plus rigoureuse, à bord des navires. Au fond de tout cela, il y avait chez M. de Charlus tout son rêve de virilité, attesté au besoin par des actes brutaux, et toute l'enluminure intérieure, invisible pour nous, mais dont il projetait ainsi quelques reflets, de croix de justice, de torture féodale que décorait son imagination moyenâgeuse. C'est dans le même sentiment que, chaque fois qu'il arrivait, il disait à Jupien « Il n'y aura pas d'alerte ce soir, au moins, car je me vois d'ici calciné par ce feu du ciel comme un habitant de Sodome. » Et il affectait de redouter les Gothas, non qu'il en éprouvât à l'ombre de peur, mais pour avoir le prétexte, dès que les sirènes retentissaient, de se précipiter dans les abris du métropolitain où il espérait quelque plaisir des frôlements dans la nuit avec de vagues rêves de souterrains moyenâgeux et d'in pace. En somme, son désir d'être enchaîné, d'être frappé, trahissait dans sa laideur un rêve aussi poétique que chez d'autres le désir d'aller à Venise ou d'entretenir des danseuses. Et M. de Charlus tenait tellement à ce que ce rêve lui donnât l'illusion de la réalité que Jupien dut vendre le lit de bois qui était dans la chambre 43 et le remplacer par un lit de fer qui allait mieux avec les chênes. Enfin la berloque sonna comme j'arrivais à la maison. Le bruit des pompiers était commenté par un gamin. Je rencontrai Françoise remontant de la cave avec le maître d'hôtel. Elle me croyait mort. Elle me dit que Saint-Loup était passé en s'excusant pour voir s'il n'avait pas, dans la visite qu'il m'avait faite le matin, laissé tomber sa croix de guerre, car il venait de s'apercevoir qu'il l'avait perdue, et, devant rejoindre son corps le lendemain matin, avait voulu à tout hasard voir si ce n'était pas chez moi. Il avait cherché partout avec Françoise et n'avait rien trouvé. Françoise croyait qu'il avait dû la perdre avant de venir me voir, car, disait-elle, il lui semblait bien, elle aurait pu jurer, qu'il ne l'avait pas quand elle l'avait vue. En quoi elle se trompait. Et voilà la valeur des témoignages et des souvenirs. D'ailleurs, je sentis tout de suite, à la façon peu enthousiaste dont ils parlèrent de lui, que Saint-Loup avait produit une médiocre impression sur Françoise et sur le maître d'hôtel. Sans doute tous les efforts que le fils du maître d'hôtel et le neveu de Françoise avaient faits pour s'embusquer
Saint-Loup les avait faits en sens inverse, et avec succès, pour être en plein danger. Mais cela, jugeant d'après eux-mêmes, Françoise et le maître d'hôtel ne pouvaient pas le croire. Ils étaient convaincus que les riches sont toujours mis à l'abri. Du reste, eussent-ils su la vérité relativement au courage héroïque de Robert, qu'elle ne les eût pas touchés. Il ne disait pas « Boche », il leur avait fait l'éloge de la bravoure des Allemands, il n'attribuait pas à la trahison que nous n'eussions pas été vainqueurs dès le premier jour. Or, c'est cela qu'ils eussent voulu entendre, c'est cela qui leur eût semblé le signe du courage. Aussi, bien qu'ils continuassent à chercher la croix de guerre, les trouvai-je froids au sujet de Robert, moi qui me doutais de l'endroit où cette croix avait été oubliée. Cependant Saint-Loup, s'il s'était distrait ce soir-là de cette manière, ce n'était qu'en attendant, car, repris du désir de revoir Morel, il avait usé de toutes ses relations pour savoir dans quel corps Morel se trouvait, croyant qu'il s'était engagé, afin de l'aller voir, et n'avait reçu jusqu'ici que des centaines de réponses contradictoires. Je conseillai à Françoise et au maître d'hôtel d'aller se coucher, mais celui-ci n'était jamais pressé de quitter Françoise, depuis que, grâce à la guerre, il avait trouvé un moyen, plus efficace encore que l'expulsion des sœurs et l'affaire Dreyfus, de la torturer. Ce soir-là, et chaque fois que j'allais auprès d'eux, pendant les quelques jours que je passais encore à Paris, j'entendis le maître d'hôtel dire à Françoise, épouvantée, « Ils ne se pressent pas, c'est entendu. Ils attendent que la poire soit mûre. Mais ce jour-là, ils prendront Paris, et ce jour-là, pas de pitié. »« Seigneur Vierge Marie, s'écriait Françoise, ça ne leur suffit pas d'avoir conquéri la pauvre Belgique. Elle a assez souffert, celle-là, au moment de son envahissement. »« La Belgique, Françoise, mais ce qu'ils ont fait en Belgique ne sera rien à côté. » Et même, la guerre ayant jeté sur le marché de la conversation des gens du peuple une quantité de termes dont ils n'avaient fait la connaissance que par les yeux, par la lecture des journaux, et dont en conséquence ils ignoraient la prononciation, le maître d'hôtel ajoutait « Vous verrez ça, Françoise, il prépare une nouvelle attaque d'une plus grande envergure que toutes les autres. » M'étant insurgé, sinon au nom de la pitié pour Françoise et du bon sens stratégique, au moins de la grammaire, et ayant déclaré qu'il fallait prononcer « envergure », je n'y gagnais qu'à faire redire à Françoise la terrible phrase chaque fois que j'entrais à la cuisine, car le maître d'hôtel, presque autant que d'effrayer sa camarade, était heureux de montrer à son maître que, bien qu'ancien jardinier de Combray et simple maître d'hôtel, tout de même bon français, selon la règle de Saint-André-des-Champs, il tenait de la Déclaration des droits de l'homme le droit de prononcer envergure en toute indépendance et de ne pas se laisser commander sur un point qui ne faisait pas partie de son service et où, par conséquent, depuis la Révolution, personne n'avait rien à lui dire puisqu'il était mon égal. J'eus donc le chagrin de l'entendre parler à Françoise d'une opération de grande envergure, avec une insistance qui était destinée à me prouver que cette prononciation était l'effet non de l'ignorance, mais d'une volonté mûrement réfléchie. Il confondait le gouvernement, les journaux, dans un même « on » plein de méfiance, disant « On nous parle des pertes des Boches, on ne nous parle pas des nôtres, il paraît qu'elles sont 10 fois plus grandes. On nous dit qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils n'ont plus rien à manger. Moi, je crois qu'ils ont 100 fois comme nous à manger. Faut pas tout de même nous bourrer le crâne. S'ils n'avaient rien à manger, ils ne se battraient pas comme l'autre jour où ils nous ont tué 100 000 jeunes gens de moins de 20 ans. » Il exagérait ainsi à tout instant les triomphes des Allemands, comme il avait fait jadis pour ceux des radicaux. Il narrait en même temps leurs atrocités, afin que ces triomphes fussent plus pénibles encore à Françoise, laquelle ne cessait plus de dire « Ah, cette mère des anges! Ah, Marie, mère de Dieu !» Et parfois, pour lui être désagréable d'une autre manière, il disait « Du reste, nous ne valons pas plus cher qu'eux. Ce que nous faisons en Grèce n'est pas plus beau que ce qu'ils ont fait en Belgique. Vous allez voir que nous allons mettre tout le monde contre nous et que nous serons obligés de nous battre avec toutes les nations. » Alors que c'était exactement le contraire. Les jours où les nouvelles étaient bonnes, il prenait sa revanche en assurant à Françoise que la guerre durerait 35 ans et,
en prévision d'une paix possible, assurait que celle-ci ne durerait pas plus de quelques mois et serait suivie de batailles auprès desquelles celle-ci ne serait qu'un jeu d'enfants, et après lesquelles il ne resterait rien de la France. La victoire des Alliés semblait, sinon rapprochée, du moins à peu près certaine, et il faut malheureusement avouer que le maître d'hôtel en était désolé. Car ayant réduit la guerre mondiale, comme tout le reste, à celle qu'il menait sourdement contre Françoise, qu'il aimait du reste, malgré cela, comme on peut aimer la personne qu'on est content de faire rager tous les jours en l'embattant au domino, la victoire se réalisait à ses yeux sous les espèces de la première conversation où il aurait la souffrance d'entendre Françoise lui dire « Enfin, c'est fini, et il va falloir qu'ils nous donnent plus que nous ne leur avons donné en 70. » Il croyait, du reste, toujours que cette échéance fatale arrivait, car un patriotisme inconscient lui faisait croire, comme tous les Français victimes du même mirage que moi depuis que j'étais malade, que la victoire, comme ma guérison, était pour le lendemain. Il prenait les devants en annonçant à Françoise que cette victoire arriverait peut-être, mais que son cœur en saignerait, car la Révolution la suivrait aussitôt, puis l'invasion. Oh, c'est bon sang de guerre! Les Boches seront les seuls à s'en relever vite, Françoise. Ils y ont déjà gagné des centaines de milliards. Mais qui nous crache un sou à nous? Quelle farce! On le mettra peut-être sur les journaux, ajoutait-il par prudence, et pour parer à tout événement, pour calmer le peuple, comme on dit depuis 3 ans que la guerre sera finie le lendemain. Je ne peux pas comprendre comment que le monde est assez fou pour le croire. François était d'autant plus troublé de ces paroles qu'en effet, après avoir cru les optimistes plutôt que le maître d'hôtel, elle voyait que la guerre, qu'elle avait cru devoir finir en 15 jours, malgré l'envahissement de la pauvre Belgique, durait toujours, qu'on n'avançait pas, phénomène de fixation des fronts dont elle comprenait mal le sens, et qu'enfin un des innombrables filleuls, à qui elle donnait tout ce qu'elle gagnait chez nous, lui racontait qu'on avait caché telle chose, telle autre. Tout cela retombera sur l'ouvrier, concluait le maître d'hôtel. On vous prendra votre champ, Françoise. Oh, Seigneur Dieu! Mais à ces malheurs lointains, il en préférait de plus proches et dévorait les journaux dans l'espoir d'annoncer une défaite à Françoise. Il attendait les mauvaises nouvelles comme des œufs de Pâques, espérant que cela irait assez mal pour épouvanter Françoise et pas assez pour qu'il pût matériellement en souffrir. C'est ainsi qu'un raid de Zeppelin l'eût enchanté pour voir Françoise se cacher dans les caves, et parce qu'il était persuadé que dans une ville aussi grande que Paris, les bombes ne viendraient pas juste tomber sur notre maison. Du reste, Françoise commençait à être reprise par moments de son pacifisme de Combray. Elle avait presque des doutes sur les atrocités allemandes. Au commencement de la guerre, on nous disait que ces Allemands c'étaient des assassins, des brigands, de vrais bandits, des Boches. Si elle mettait plusieurs B à Boche, c'est que l'accusation que les Allemands fussent des assassins lui semblait après tout plausible, mais celle qu'ils fussent des Boches, presque invraisemblable à cause de son énormité. Seulement, il était assez difficile de comprendre quel sens mystérieusement effroyable Françoise donnait au mot de Boche, puisqu'il s'agissait du début de la guerre, et aussi à cause de l'air de doute avec lequel elle prononçait ce mot. Car le doute que les Allemands fussent des criminels pouvait être mal fondé, en fait, mais ne renfermait pas en soi, au point de vue logique, de contradiction. Mais comment douter qu'ils fussent des Boches, puisque ce mot, dans la langue populaire, veut dire précisément « allemand ». Peut-être ne faisait-elle que répéter en style indirect les propos violents qu'elle avait entendus alors, et dans lesquels une particulière énergie accentuait le mot « Boche ». « J'ai cru tout cela, disait-elle, mais je me demande tout à l'heure si nous ne sommes pas aussi fripons comme eux. » Cette pensée blasphématoire avait été sournoisement préparée chez Françoise par le maître d'hôtel, lequel, voyant que sa camarade avait un certain penchant pour le roi Constantin de Grèce, n'avait cessé de le lui représenter comme privé par nous de nourriture, jusqu'au jour où il céderait. Aussi,
l'abdication du souverain avait-elle ému Françoise, qui allait jusqu'à déclarer « Nous ne valons pas mieux qu'eux. Si nous étions en Allemagne, nous en ferions autant. » Je la vis peu, du reste, pendant ces quelques jours, car elle allait beaucoup chez ses cousins, dont maman m'avait dit un jour « Mais tu sais qu'ils sont plus riches que toi. » Or, on avait vu cette chose si belle, qui fut si fréquente à cette époque-là dans tout le pays, et qui témoignerait, s'il y avait un historien pour en perpétuer le souvenir, de la grandeur de la France, de sa grandeur d'âme, de sa grandeur selon saint André des Champs, et que ne révélèrent pas moins tant de civils survivant à l'arrière que les soldats tombés à la Marne. Un neveu de Françoise avait été tué à Berry-au-Bac, qui était aussi le neveu de ses cousins millionnaires de Françoise, ancien cafetier retiré depuis longtemps après fortune faite. Il avait été tué, lui, tout petit cafetier sans fortune, qui, à la mobilisation, âgé de 25 ans, avait laissé sa jeune femme seule pour tenir le petit bar qu'il croyait regagner quelques mois après. Il avait été tué, et alors on avait vu ceci. Les cousins millionnaires de Françoise, et qui n'étaient rien à la jeune femme, veuve de leur neveu, avaient quitté la campagne où ils étaient retirés depuis 10 ans, et s'étaient remis cafetiers, sans vouloir toucher un sou. Tous les matins à 6 heures, la femme millionnaire, une vraie dame, était habillée comme ainsi que sa demoiselle, prête à aider leur nièce et cousine par alliance. Et depuis plus de 3 ans, elle rinçait ainsi des verres et servait des consommations depuis le matin jusqu'à 9h30 du soir, sans un jour de repos. Dans ce livre, où il n'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, où il n'y a pas un seul personnage à clé, où tout a été inventé par moi selon les besoins de ma démonstration, je dois dire à la louange de mon pays, que seuls les parents millionnaires de Françoise ayant quitté leur retraite pour aider leur nièce sans appui, que seuls ceux-là sont des gens réels, qui existent. Et persuadés que leur modestie ne s'en offensera pas, pour la raison qu'ils ne liront jamais ce livre, c'est avec un enfantin plaisir et une profonde émotion que, ne pouvant citer les noms de tant d'autres qui durent agir de même et par qui la France a survécu, je transcris ici leur nom véritable. Ils s'appellent d'un nom si français, d'ailleurs, Larivière. S'il y a eu quelques vilains embusqués, comme l'impérieux jeune homme en smoking que j'avais vu chez Jupien, et dont la seule préoccupation était de savoir s'il pourrait avoir Léon à 10h30, parce qu'il déjeunait en ville, ils sont rachetés par la foule innombrable de tous les Français de Saint-André-des-Champs, par tous les soldats sublimes auxquels j'égale les Larivière. Le maître d'hôtel, pour attiser les inquiétudes de Françoise, lui montrait de vieilles lectures pour tous qu'il avait retrouvées, et sur la couverture desquelles, ces numéros dataient d'avant la guerre, figurait la famille impériale d'Allemagne. « Voilà notre maître de demain !» disait le maître d'hôtel à Françoise en lui montrant Guillaume. Elle écarquillait les yeux, puis passait au personnage féminin placé à côté de lui et disait « Voilà la Guillaumesse !»